Imaginez un fleuve gigantesque, assez puissant pour alimenter des millions de foyers, irriguer des champs à perte de vue et faire tourner des économies entières. Maintenant, imaginez ce même fleuve transformé en otage, pris en sandwich entre la Maison-Blanche et Ottawa. Bienvenue dans l'histoire du Columbia, la rivière qui coule depuis les montagnes, mais qui, aujourd'hui, déchaîne les passions, les rancunes et les slogans électoraux. Un fleuve qui devait unir, et qui risque bien de diviser pour de bon. Depuis plus d'un demi-siècle, le traité du fleuve Columbia était l'exemple parfait qu'un accord international pouvait fonctionner. Les Canadiens stockaient l'eau, les Américains l'utilisaient, et tout le monde se serrait la main. Mais ça, c'était avant. Avant les sécheresses historiques, avant les factures d'électricité qui explosent, et avant que Donald Trump ne décide de transformer ce fleuve en scène de campagne électorale. Aujourd'hui, le Columbia n'est plus seulement une rivière. Il est devenu une fracture diplomatique, une querelle économique, et surtout, un symbole politique. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'eau. Il s'agit de pouvoir, d'identité et de survie. Et ce que nous allons découvrir ensemble, c'est comment un traité vieux de 1964 a glissé des bureaux poussiéreux des diplomates vers les estrades bruyantes des meetings politiques. Comment une ressource naturelle s'est transformée en arme électorale. Et surtout, ce que cela dit de l'avenir, pas seulement pour le Canada et les États-Unis, mais pour tous ceux qui croient encore que l'eau est un droit universel et non une marchandise sous contrat. Partie 1. D'où vient ce calme rompu, le traité qui soufflait la paix. Imaginez un fleuve de près de 2000 km qui prend sa source dans les Rocheuses canadiennes, serpente à travers les montagnes, nourrit des vallées entières, puis finit sa course dans l'océan Pacifique. Ce fleuve, c'est le Columbia. Pas un simple cours d'eau, mais un géant qui dicte la survie de millions de foyers, l'avenir de milliers d'agriculteurs, et la puissance énergétique de 2 nations entières. En 1964, quand les États-Unis et le Canada ont signé le traité du fleuve Columbia, l'ambiance était très différente. On ne parlait pas de TikTok, de tweets ou de guerre commerciale. Non. On parlait de stabilité. Washington et Ottawa, à l'époque, avaient un objectif clair. Dompter un fleuve qui faisait des caprices, maîtriser ses inondations, et surtout exploiter son potentiel hydroélectrique. Le deal était simple. Enfin, simple sur le papier. Le Canada construisait 3 barrages colossaux, véritables cathédrales de béton perdues au cœur des Rocheuses, capables de stocker des milliards de mètres cubes d'eau. En échange, les États-Unis garantissaient un flux d'électricité et des redevances sonnantes et trébuchantes à leurs voisins du Nord. Tout le monde était gagnant. Le sud de la Colombie-Britannique voyait ses vallées protégées des inondations, et les fermes américaines profitaient d'une irrigation stable. Ce traité, c'était l'assurance vie d'une région entière. Pendant près de 6 décennies, il a fonctionné comme un amortisseur invisible. Quand l'hiver amenait des chutes de neige colossales, le Canada stockait l'eau. Quand l'été écrasait les plaines américaines de sécheresse, les barrages libéraient juste assez de débit pour irriguer les cultures et alimenter les centrales hydroélectriques. C'était, en quelque sorte, la garde alternée d'un fleuve géant. Et ça marchait. Mais voilà. Les années 2000 sont arrivées, avec leur cortège de sécheresse records, d'alertes climatiques et d'appétit grandissant en énergie et en eau. Et soudain, ce qui avait été un modèle de coopération est devenu un champ de bataille silencieux. Parce que soyons honnêtes, quand on partage une rivière, ça va tant qu'il y a de l'eau. Mais quand l'eau devient rare, ce n'est plus du partage, c'est de la survie. Aux États-Unis, notamment dans l'Ouest, les agriculteurs ont commencé à regarder vers le nord avec insistance. Le raisonnement est simple. Le Canada a les réservoirs, nous avons la sécheresse. Alors, pourquoi ne pas ouvrir un peu plus les vannes? Pourquoi ne pas moderniser le traité? C'est le mot poli utilisé à Washington. Moderniser. Traduction. Obtenir plus d'eau, plus vite, et à moindre coût. Sauf que du côté canadien, l'équation n'a rien de simple. Les barrages du Columbia ne sont pas seulement des robinets géants qu'on ouvre et ferme à la demande. Ils sont le pilier d'un équilibre écologique, économique et politique. L'eau stockée n'alimente pas seulement des turbines, elle protège aussi des communautés entières contre les inondations. Et surtout, cette eau est devenue une question de souveraineté nationale. Pendant des décennies, le traité avait ce petit parfum de coopération fraternelle. Mais à partir des années 2010, Ottawa a commencé à sentir le vent tourner. Les sécheresses américaines se multipliaient. Les pressions diplomatiques s'intensifiaient. Et quand est venu le moment de renégocier le traité en 2014, le Canada n'a pas eu l'intention de se laisser dicter les termes. Résultat, des discussions interminables, qui se sont traînées jusqu'en 2023, avant de s'enliser complètement. Et c'est là que le climat a basculé. L'équilibre historique n'existait plus. Ce qui avait été un symbole de confiance est devenu un sujet de confrontation. Alors,
quand Donald Trump, fraîchement revenu au sommet du pouvoir, a décidé de faire du Columbia un slogan de campagne, il n'a pas choisi un symbole au hasard. Il a pris ce fleuve comme la démonstration vivante que l'Amérique avait, selon lui, été trop longtemps prise pour une vache à lait par ses voisins. Son discours est brutal. Pourquoi payer pour ce qui coule naturellement depuis les montagnes canadiennes? Pourquoi se plier à un traité signé dans un autre siècle, alors que les fermes américaines crèvent de soif? Mais dans cette logique purement transactionnelle, il y a une faille énorme. L'eau n'est pas une marchandise qu'on peut acheter et revendre comme du pétrole. Elle ne se stocke pas en barils, elle ne se transporte pas à volonté par camion. L'eau, c'est une ressource vivante, liée à un territoire, à des communautés, à des écosystèmes. Et surtout, dans ce cas précis, elle est juridiquement encadrée par un traité international que le Canada n'a aucune envie de brader. Voilà pourquoi ce fleuve, autrefois géré dans la discrétion des techniciens, est devenu aujourd'hui une bombe politique. Et la vraie ironie, c'est que ce conflit autour du Columbia révèle une transformation plus large. Au XXI siècle, l'eau n'est plus seulement un outil agricole ou énergétique. Elle est en train de devenir la ressource stratégique par excellence, celle qui peut redessiner les alliances, faire chuter des gouvernements ou renverser des marchés. Le fleuve Columbia, signé en 1964 comme symbole de coopération, est désormais une ligne de fracture. Et cette fracture, Donald Trump a décidé de l'élargir. Partie 2 quand la diplomatie vire au bras de fer. Trump, Ottawa et le fleuve qui déborde. Si vous pensiez que la diplomatie, c'était des poignées de main solennelles sous des drapeaux parfaitement repassés, détrompez-vous. Quand il s'agit du fleuve Columbia, la diplomatie ressemble plutôt à un match de catch retransmis en direct. D'un côté, les États-Unis, version Trump, musclés, tapant du poing sur la table et réclamant leur eau comme un droit divin. De l'autre, le Canada, raide comme un majordome britannique, qui répond « Désolé, mais ce n'est pas une fontaine automatique ». Et là, tout commence. Donald Trump, fidèle à lui-même, a flairé dans ce traité un slogan électoral tout fait. Pour lui, l'affaire est simple, on paie trop, on reçoit trop peu, et les Canadiens profitent de nous. Voilà. 3 phrases, et l'affaire est emballée. Pas besoin de plonger dans des calculs complexes de mégawatts, de débits fluviaux ou de millions de mètres cubes d'eau. Non. Dans l'arène politique américaine, la subtilité est un luxe inutile. Ce qu'il faut, c'est un récit, l'Amérique victime, le Canada profiteur. Et ça passe comme du pop-corn dans un cinéma de campagne. Mais ce discours, s'il flatte les foules dans les plaines arides de l'Idaho ou du Montana, il met le feu du côté canadien. Parce qu'Ottawa n'entend pas se laisser humilier publiquement par un président qui transforme un traité complexe en slogan de meeting. Pour le Canada, céder à Trump sur le Columbia, ce serait ouvrir une boîte de Pandore. Accepter que, demain, Washington réclame davantage d'eau, encore et encore, jusqu'à vider les réservoirs. Et là, on touche au cœur du problème. L'eau du Columbia, ce n'est pas une réserve infinie. Chaque litre libéré pour soulager les sécheresses américaines est un litre en moins pour les barrages hydroélectriques canadiens, pour les communautés locales, pour les écosystèmes déjà fragilisés par le réchauffement. Et contrairement au pétrole, on ne peut pas juste forer un peu plus profond pour en trouver davantage. Alors, comment réagit Ottawa? Avec ce mélange typique de fermeté diplomatique et de politesse glaciale. Traduction, nous comprenons vos préoccupations, mais le traité est équilibré, et nous n'avons aucune intention de renégocier à vos conditions. En d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir. Mais évidemment, Trump n'entend pas ces nuances. Pour lui, ce genre de réponse, c'est de la provocation. Et que fait-il quand il se sent provoqué? Il sort les menaces. Menace de dénoncer le traité, menace de suspendre les paiements dus au Canada, menace même comble de la démagogie de reprendre ce fleuve qui appartient à l'Amérique. Oui, vous avez bien entendu. Comme si un fleuve, né dans les montagnes canadiennes, pouvait soudain devenir propriété privée de la Maison-Blanche. Résultat, la tension monte. Les diplomates canadiens, d'ordinaire maîtres du compromis, se retrouvent obligés de durcir le ton. Car derrière cette querelle, il n'y a plus qu'une dispute d'hydrographes. Il y a la crainte que Trump utilise le Columbia comme un levier de pression politique dans d'autres dossiers. Aujourd'hui l'eau, demain les tarifs douaniers, après-demain les accords de défense. Bref, un engrenage dont Ottawa ne veut à aucun prix. Mais soyons honnêtes, ce bras de fer ne se limite pas aux chancelleries. Il a une résonance directe sur le terrain. Les agriculteurs américains du Nord-Ouest, qui voient leur champ jaunir, écoutent Trump et se disent « Enfin un président qui va nous donner de l'eau ». Les habitants de la Colombie-Britannique, eux, regardent leur vallée et se disent « Si on cède, on sacrifie notre avenir pour arroser leur pelouse ».
Deux visions irréconciliables, qui transforment un fleuve en frontière politique. Et c'est là que la satire devient inévitable. Parce que dans ce débat, les arguments techniques disparaissent sous une avalanche de slogans et d'accusations. On ne parle plus de la manière de gérer les crues ou de répartir les bénéfices de l'électricité. On parle de trahison, de vol, de pillage. Le fleuve Columbia, qui coulait paisiblement entre montagnes et forêts, devient un personnage de tragédie grecque, accusé tour à tour d'être trop généreux pour l'un et trop avare pour l'autre. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point cette querelle illustre une mutation plus profonde. Dans un monde où tout manque énergie, terres agricoles, ressources, l'eau devient l'arme politique ultime. Plus efficace qu'un missile, plus stratégique qu'un pipeline, parce qu'elle touche directement à la survie quotidienne. Trump, en mettant le Columbia au cœur de son discours, ne fait pas qu'exploiter une faille diplomatique. Il inaugure une nouvelle ère, celle où les rivières deviennent des champs de bataille électoraux. Alors, où cela mène-t-il? À un statu quo explosif. Les discussions officielles sont au point mort, les discours de campagne attisent les colères, et chaque sécheresse supplémentaire pousse un peu plus la tension à son comble. Et c'est précisément là qu'il faut tendre l'oreille, car ce conflit, loin de n'être qu'un duel symbolique, commence déjà à avoir des répercussions concrètes sur les marchés, sur les fermes, sur les familles. Et ce sera l'objet de la suite. Comprendre comment cette querelle apparemment diplomatique se transforme en crise économique et sociale des deux côtés de la frontière. Partie 3. Quand le fleuve devient un portefeuille, les conséquences économiques et sociales. On pourrait croire qu'un conflit autour d'un fleuve, ça se limite à des diplomates qui s'envoient des notes sèches, et à des présidents qui s'échangent des piques devant les caméras. Mais non. Le fleuve Columbia, lui, a décidé de frapper directement là où ça fait mal, dans le porte-monnaie des familles, dans les factures d'électricité, et jusque dans le panier de courses. Commençons par le côté américain. Là-bas, dans les plaines de l'Idaho, de l'Oregon ou du Montana, les agriculteurs n'ont plus le luxe d'attendre que la pluie tombe du ciel. Leurs récoltes dépendent directement de l'eau libérée par les barrages canadiens. Quand l'eau coule, le blé pousse, les pommes de terre s'alignent comme des soldats disciplinés, et les vaches broutent paisiblement. Mais quand le débit diminue, c'est tout un système qui s'effondre. Les champs jaunissent, les rendements chutent, et les prix des denrées flambent dans les supermarchés. Et dans cette équation, chaque goutte compte. Une baisse de débit de quelques pourcents, c'est des centaines de fermes qui vacillent, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles qui voient leurs emplois menacés. Alors évidemment, les discours de Trump, promettant de récupérer l'eau qui nous appartient, trouvent un écho immédiat. Parce que pour ces communautés, il ne s'agit pas d'un caprice diplomatique, mais d'une question de survie. Mais attention, l'histoire a deux faces. Car au nord de la frontière, dans les vallées de la Colombie-Britannique, l'eau du Columbia est tout aussi vitale. Elle alimente les turbines des barrages qui fournissent une bonne partie de l'électricité locale. Et cette électricité, ce n'est pas un luxe. C'est ce qui fait tourner les usines, ce qui chauffe les foyers, ce qui alimente les hôpitaux. Imaginez une baisse de production électrique parce que Washington exige davantage de débit en plein été. Cela veut dire des factures qui explosent pour les familles, des coupures potentielles et une économie locale qui se grippe. Et ce n'est pas tout. Libérer plus d'eau, c'est aussi prendre le risque de vider trop rapidement les réservoirs. Résultat, en hiver, quand les pluies se font plus rares, ce sont les communautés canadiennes elles-mêmes qui se retrouvent exposées aux inondations ou à la sécheresse. Autrement dit, chaque concession faite à l'Amérique, c'est une bombe à retardement pour les Canadiens. Voilà pourquoi le conflit est si explosif. Parce qu'il met dos à dos deux populations qui, toutes les deux, ont de vraies raisons de se battre pour cette ressource. Aux États-Unis, les agriculteurs crient famine. Au Canada, les habitants crient prudence. Et au milieu, un fleuve qui n'a jamais demandé à devenir le champ de bataille d'une guerre économique. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas aux vallées et aux fermes. Elles montent jusqu'au marché financier. Parce que, devinez quoi? Quand le Columbia est menacé, ce sont les prix de l'électricité qui s'envolent. Et quand les prix de l'électricité montent, c'est toute une chaîne de production qui se dérègle. Des entreprises moins compétitives, des exportations en chute, et, au final, des consommateurs qui paient la facture. Et c'est là que le satirique prend toute sa place. Pendant que les familles s'arrachent les cheveux devant leurs factures, les élites politiques transforment le Columbia en théâtre électoral. Trump en fait un slogan, Ottawa en fait un symbole de souveraineté, et les diplomates organisent des réunions où tout le monde s'engueule, pendant que les vaches, elles, attendent toujours d'être abreuvées. Mais au-delà de la caricature, une réalité s'impose. Ce conflit ne se joue pas seulement dans les coulisses de la diplomatie. Il se vit, chaque jour, dans les assiettes, dans les factures, dans les salaires. Le Columbia est en train de rappeler une vérité brutale.
Dans une économie moderne, l'eau est aussi précieuse que le pétrole, aussi stratégique que le gaz, et beaucoup plus difficile à remplacer. Alors, que va-t-il se passer? Une escalade, c'est certain. Les marchés électriques continueront de grimper. Les agriculteurs américains, eux, deviendront de plus en plus dépendants des promesses politiques. Et les Canadiens, de leur côté, verront leurs dirigeants transformés en gardiens de barrage plus qu'en politiciens. Parce qu'ici, la frontière n'est plus une ligne sur une carte, elle est une vanne, qui décide de qui boira, qui plantera, qui survivra. Et c'est justement ce qui nous mène à la suite, car au-delà des factures et des récoltes, ce conflit autour du Columbia est en train de créer une fracture bien plus profonde. Une fracture identitaire et politique, qui dépasse la simple question de l'eau pour redessiner les rapports de force entre deux nations entières. Partie 4. Quand un fleuve devient une frontière politique et identitaire. Jusqu'ici, on pourrait croire que l'affaire Columbia n'est qu'une dispute technique. Combien d'eau on libère, combien de turbines on fait tourner, combien de dollars passent de Washington à Ottawa. Mais la vérité, c'est qu'on a dépassé ce stade depuis longtemps. Ce fleuve, désormais, n'est plus seulement une ressource, il est devenu un symbole politique, un drapeau agité dans les campagnes électorales, et un miroir grossissant des tensions identitaires entre deux nations qui se regardent de travers. Prenons d'abord les États-Unis. Pour Donald Trump, le Columbia est l'outil parfait pour nourrir son récit favori, l'Amérique éternelle, trahie par des élites trop faibles, exploitée par des voisins ingrats, et qui doit se lever pour reprendre ce qui lui revient de droit. Un fleuve transformé en slogan, America's Water First. Et dans un pays fracturé, où chaque élection se joue sur la colère et la peur, ce genre de discours tombe comme de la pluie sur un désert. Le message est simple, presque caricatural. Si vos champs crèvent de soif, si vos factures explosent, ce n'est pas la faute du climat, ni des décennies de mauvaise gestion. Non, c'est la faute du voisin. C'est le Canada qui vous prive de votre eau. C'est Ottawa qui profite de vos faiblesses. Ce récit, martelé dans les meetings, transforme un traité international en une histoire de vol, presque en un complot contre le peuple américain. Et c'est exactement ce que Trump s'est exploité. Un fleuve qui devient un ennemi extérieur, un prétexte idéal pour rallier les foules derrière lui. Mais attention, ce discours, aussi simpliste soit-il, fonctionne. Parce qu'il s'inscrit dans une Amérique où la défiance envers l'extérieur est devenue une identité politique en soi. Après le commerce, après l'immigration, voilà l'eau, nouvelle frontière de nationalisme qui veut désigner des coupables clairs et nets. Et quand on vous dit que votre sécheresse n'est pas due à la météo, mais à un voisin qui vous ferme le robinet, l'histoire est beaucoup plus facile à avaler. De l'autre côté de la frontière, au Canada, l'effet miroir est tout aussi puissant. Pour Ottawa, céder à Trump sur le Columbia serait plus qu'une défaite économique. Ce serait une humiliation nationale. L'idée que les États-Unis puissent dicter à leur guise combien d'eau doit sortir des barrages est vécue comme une atteinte directe à la souveraineté canadienne. Et dans un pays où l'identité repose en partie sur la différence avec le grand frère du Sud, défendre ce fleuve devient un acte patriotique. Résultat, le Columbia se transforme en ligne rouge. Les dirigeants canadiens le brandissent comme un symbole de résistance. Nous ne céderons pas, nous protégerons nos ressources. Et ce discours résonne largement dans l'opinion publique. Les Canadiens, souvent accusés d'être trop conciliants avec Washington, trouvent dans cette bataille un rare moment d'unité nationale. Le fleuve devient une frontière identitaire, presque sacrée. Céder sur l'eau, ce serait effacer ce qui distingue le Canada de son voisin géant. Et c'est là que la satire prend toute sa saveur. Parce qu'au fond, on assiste à une scène absurde. Deux nations alliées, membres de l'OTAN, partenaires commerciaux depuis des décennies, sont en train de se transformer en colocataires hystériques, se disputant non pas sur qui a laissé la lumière allumée, mais sur qui a vidé le réservoir d'eau chaude. Le Columbia devient la vaisselle sale de l'Amérique du Nord. Chacun accuse l'autre, personne ne veut céder. Et la tension monte pour une ressource qui, jadis, était censée rapprocher au lieu de diviser. Mais attention, derrière l'absurde, il y a le danger. Parce que ce conflit identitaire a des répercussions bien réelles. Aux États-Unis, il nourrit une vision isolationniste et revancharde, où le Canada cesse d'être un allié pour devenir un profiteur. Au Canada, il renforce une posture défensive qui éloigne toute idée de compromis. Et dans les deux cas, il creuse une fracture politique qui dépasse largement les berges du Columbia. C'est tout l'avenir de la relation canado-américaine qui est en jeu. Un traité qui se fissure, ce n'est pas seulement une histoire d'eau, c'est un précédent. Car si on peut remettre en cause un accord signé en 1964, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les traités commerciaux? Pourquoi pas les accords militaires? Le Columbia, en apparence simple rivière, est en train de devenir un test de confiance entre deux pays qui se sont toujours vantés d'avoir la frontière la plus paisible du monde. Et là, la fracture identitaire devient une fracture géopolitique.
Parce qu'un fleuve qui sépare, c'est une image qui voyage. Les marchés la voient, les autres partenaires du monde la voient. Et chaque mot de Trump, chaque refus canadien, devient un signal que cette frontière, autrefois invisible, est en train de se durcir. Voilà où nous en sommes, un traité transformé en champ de bataille électoral, un fleuve devenu drapeau nationaliste, et deux peuples qui commencent à se regarder moins comme des alliés que comme des adversaires. Et c'est précisément ce qui nous mène à la suite. Parce que si le Columbia peut déclencher une telle tempête identitaire entre deux voisins historiquement alliés, imaginez ce qui se profile à l'horizon, une ère où l'eau, partout dans le monde, devient le déclencheur de crises, de ruptures et peut-être même de conflits ouverts. Alors voilà où nous en sommes. Un fleuve qui devait incarner la coopération est devenu une ligne de fracture. Aux États-Unis, Donald Trump en a fait le symbole d'une Amérique trompée qu'il faut venger. Au Canada, Ottawa s'accroche au Columbia comme à un emblème de souveraineté. Et au milieu, ce ne sont pas des diplomates qui trinquent, mais des agriculteurs, des familles et des écosystèmes entiers, pris en otage d'un bras de fer politique. Le Columbia nous raconte une vérité brutale. L'eau n'est plus simplement une ressource, elle est devenue l'ultime arme de pouvoir. Plus précieuse que l'or, plus indispensable que le pétrole, et surtout, beaucoup plus difficile à partager. Parce qu'un fleuve ne se multiplie pas par décret présidentiel. Un fleuve, ça se gère, ça se respecte, ou ça se transforme en champ de bataille. Et ce bras de fer, loin d'être un cas isolé, est le signe avant-coureur de ce qui nous attend, un monde où les conflits de demain ne se déclencheront pas forcément pour du pétrole, mais pour de l'eau. Alors, que penser de cette histoire du Columbia? Est-ce le signe d'un simple désaccord passager entre voisins, ou l'annonce d'une ère nouvelle où chaque rivière deviendra une frontière politique? À vous de juger. Ce qui est certain, c'est que cette affaire ne fait que commencer. Et pour suivre la suite, pour comprendre les dessous, pour décoder les discours et les manœuvres, abonnez-vous, partagez, et laissez vos avis. Parce qu'un fleuve peut couler en silence, mais une vérité, ça se fait entendre.